Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour vous parler à nouveau de choses bizarres et paranormales avec le paranormal en question. Je tenais d'abord à vous remercier parce que vous avez été très nombreux et très nombreuses à me mettre des petits commentaires et a priori à apprécier ces vidéos. Du coup, c'est forcément très motivant pour en faire d'autres. Alors le sujet du jour, c'est le gendarme et les fantômes. Alors en France, il y a par exemple des amateurs de films d'horreur qui connaissent le film par exemple Conjuring. Conjuring, c'est basé sur les dossiers Warren. Alors les Warren, c'était un couple d'Américains qui dans les années 70, sont devenus d'ailleurs très célèbres pour ça, ont fait beaucoup d'enquêtes sur des cas de hantise, des cas d'ailleurs assez terrifiants de maisons hantées. Je dirais rien sur les Warren, parce que ça mérite vraiment un débat, ils étaient quand même assez louches sur certains côtés. Mais en France, on a totalement oublié que durant les années 40 et jusqu'au milieu des années 70, il y a un gendarme qui s'est lui aussi intéressé aux maisons hantées de manière tout à fait sérieuse. Il s'appelle Émile Tizanet. Et ce gendarme, il a enquêté durant plus de 25 ans, avec plus de 300 enquêtes sur des phénomènes étranges un peu partout en France. Et il l'a fait évidemment avec la rigueur d'un gendarme, d'un enquêteur de gendarmerie. Ces faits, on les retrouve dans les archives et notamment une petite partie au service historique de la Défense à Vincennes. Donc je propose de m'accompagner directement au château de Vincennes pour un reportage que j'avais réalisé à l'époque pour France 2 et on va ouvrir le dossier des maisons hantées du gendarme Émile Tizanet. Regardez et on se retrouve juste après. Le château de Vincennes aux portes de Paris. Ce lieu historique héberge les archives de la gendarmerie nationale. Des archives qui contiendraient quelques dossiers extraordinaires, et notamment celui d'un gendarme très particulier, Émile Tizanet. Né en 1901, ce personnage allait devenir l'un des premiers enquêteurs du paranormal. Philippe Baudouin est historien de formation. Il a été fasciné par le cas d'Émile Tizanet. Cet homme-là, en fait, a enquêté durant près de 50 ans sur un peu plus de 300 cas de maisons hantées, un petit peu partout en France, et il a consacré à ce sujet-là près d'une dizaine d'ouvrages, avec à chaque fois une volonté d'expliquer au grand public l'intérêt qu'il y aurait à travailler sur les phénomènes occultes, les phénomènes de hantise. De 1930 à 1954, Émile Tizanet récoltera de très nombreux témoignages sur des affaires de hantise. Il fut d'ailleurs lui-même témoin de phénomènes pour le moins inexplicables, notamment dans une petite ville à quelques kilomètres de Niort. Dans une petite maison à Frontenay-Rohan-Ron en 1943, on observe autour d'une jeune adolescente des phénomènes assez violents de déplacement d'objets, de coups frappés dans une maison. Et Tizanet va être, entre guillemets, appelé à la rescousse pour expertiser l'affaire qui se déroule sur les lieux. Et ce qu'il va observer est assez incroyable puisque non seulement il va voir des objets se déplacer, des objets se briser, se casser en présence de témoins, et puis il va voir même son képi s'envoler, se mettre en lévitation, et pour garder absolument une trace de tout cela, il va réaliser une dizaine de croquis qui vont lui permettre par la suite de mener à bien son enquête et de tenter de diagnostiquer ce qui se produit sur les lieux. Émile Tizanet mènera plus de 300 enquêtes, réalisées en grande partie en dehors de son métier de gendarme. Il décédera en 1982 après avoir écrit plusieurs ouvrages sur des cas de maisons hantées. Il restera persuadé tout au long de sa vie de la réalité de certains phénomènes dits paranormaux, comme il le confiera durant cette interview en 1977. Mais est-ce que vous croyez aux fantômes? Moi, personnellement, j'y crois. Vous croyez aux fantômes? Personnellement, j'y crois. Qu'est-ce que c'est pour vous un Le fantôme? fantôme, c'est une extériorisation de l'être humain, d'abord. Autrement dit, ça peut venir uniquement de l'être humain qui s'extériorise. Vivant ou mort? Vivant. Maintenant, par la suite, qu'on l'étende aux morts, ça, c'est une autre affaire que je ne suis pas appelé à discuter. À ce jour, il n'y aurait plus d'enquête de gendarmerie ou de police sur des phénomènes dits de hantise. Émile Tizanet reste donc aujourd'hui encore un cas unique, le seul enquêteur du paranormal au sein de la gendarmerie. Il n'y a plus d'enquêteur comme ça qui prend ce risque effectivement de chercher à comprendre des phénomènes, par exemple de maisons hantées, mais aucun enquêteur, aucun héritier digne de ce nom d'Émile Tizanet aujourd'hui. Étonnant personnage donc cet Émile Tizanet, c'est un personnage qui malheureusement a un peu disparu des souvenirs, des mémoires en tout cas, mais pas pour tout le monde puisque grâce à Philippe Baudouin qui est l'auteur d'un bouquin
fascinant et très très bien illustré qui s'appelle Les Forces de l'Ordre Invisible, qui est sorti en 2016, eh bien on a pu finalement redécouvrir ce personnage d'Émile Tizanet, ce gendarme qui était tout à fait fasciné par les histoires de fantômes. Philippe Baudouin, nous l'avons au téléphone. Bonjour ou bonsoir Philippe, puisque c'est intemporel finalement Internet, c'est ça qui est bien. Ça va bien Philippe ? Ça va très bien, merci beaucoup. Confiné du côté de Paris, c'est ça ? Oui, Paris 15 précisément. D'accord, ça va, ça se passe bien pour toi ? Ça va, on tient le coup pour l'instant. Bon, nickel. On va parler donc d'Émile Tizanet. Comment tu as découvert ou redécouvert ce personnage assez étonnant, ce gendarme ? En fait, tout a commencé le jour où je suis tombé sur ses ouvrages, puisqu'il a publié une petite dizaine de livres consacrés principalement aux maisons hantées. J'avais découvert ses bouquins sur les étagères d'une bibliothèque assez étrange qui se trouve à Paris, qui est la bibliothèque de l'Institut Métapsychique International, donc qui est un lieu en fait consacré à la parapsychologie depuis 1919. Et sur ces étagères se trouvaient ces bouquins, et entre ces bouquins, il y avait un petit CD-ROM que le fils de Tizanet avait envoyé à l'époque, et qui se proposait tout simplement de donner à voir quelques archives numérisées, et puis aussi le contact du fils aîné d'Émile Tizanet. Voilà, je me suis empressé de lui téléphoner et de lui faire part en fait d'un projet autour des archives de son père. Et donc, tu as pu avoir accès à ces archives qui sont littéralement sidérantes, puisque en fait, ce gendarme a enquêté pendant des années, pendant pratiquement 40 ans, je crois, c'est ça ? Oui, pour quasiment la moitié de sa vie consacrée à ces affaires de maisons hantées. D'accord. Et l'un de ses tout premiers cas, c'est quoi ? C'était où ? Qu'est-ce qui l'a intéressé en tout premier et en quelle année ? Alors en fait, on est en 1930, au mois de mai 1930, en Isère. Là où il officie en tant que gendarme pour la première fois. Il est capitaine, c'est un jeune capitaine de gendarmerie, et il profite de quelques heures de disponible dans son emploi du temps pour s'échapper de sa caserne et aller enquêter à titre privé, j'insiste bien là-dessus, à titre privé, sur une affaire de hantise qui survient à Sessuel. C'est un petit village en fait, pas très loin de Vienne, en Isère. Et il s'intéresse à ce cas parce qu'il en a entendu parler dans la presse déjà. Et surtout, c'est les phénomènes qui sont rapportés par les journaux de l'époque, qui font état de violences, notamment infligées aux enfants que garde la maîtresse de maison, une certaine Madame Rosier, et des violences qui sont inexpliquées. C'est-à-dire que les enfants qu'elle garde, c'est une nourrice, tout simplement, présente sur leur visage des griffures, et elle se défend, elle, de tout acte de violence. Donc les enfants lui sont retirés, et tout part de là. Et très rapidement, les époux Rosier, les propriétaires de cette petite ferme, expliquent dans la presse qu'ils voient des objets se déplacer sans aucune raison dans leur maison. Et c'est ce qui va intéresser Tizanet, qui va se rendre directement sur les lieux. Et là, il va vraiment enquêter. Ça sera quelque part sa première enquête. Oui, assez rudimentaire, assez simple, puisqu'il va juste se contenter de se procurer le procès-verbal à l'époque auprès de ses collègues de la brigade qui s'est intéressé directement à ce phénomène-là, et surtout recueillir le témoignage des époux Rosier pour essayer de comprendre, démêler le vrai du faux. Et très très rapidement, il va commencer à établir une hypothèse de travail qu'il ne lâchera jamais en fait jusqu'à sa mort finalement, qui est celle de finalement avancer l'idée qu'il n'y a pas de fantômes. Les fantômes, il n'y croit pas en fait, Tizanet. Il le répète à longueur d'interview à l'époque, et il va expliquer qu'il y a une autre possibilité d'interpréter ces phénomènes-là. Très rapidement, dans cette affaire-là, en 1930, je le rappelle, à Sessuel, il s'aperçoit rapidement que une adolescente, en l'occurrence la fille des époux Rosier, serait la personne à l'origine des phénomènes, mais d'une manière inconsciente. C'est-à-dire que adolescente, durant cette période de perturbation psychologique, on va dire de mutation psychologique, physiologique, etc., la figure de l'adolescente serait justement celle qui déploierait dans la maison des phénomènes de perturbation qu'on considérerait comme inexpliqués, mais qui seraient justement dus au psychisme de l'adolescente.
C'est quelque chose qui va vraiment le marquer toute sa vie. C'est-à-dire que toute sa vie, il va dire que quand on lui pose la question, d'ailleurs, on le voit dans le reportage, est-ce que vous croyez aux fantômes? Et il dit que ça vient finalement des vivants et pas des morts. Et il a écrit plusieurs bouquins, hein, je tiens à les montrer, je ne sais pas si on le voit bien ici, notamment L'hôte inconnu dans Le crime sans cause. C'est passionnant parce que dans ce bouquin, il décrit de nombreux cas, de nombreuses enquêtes. Il n'est pas allé tout le temps sur le terrain, même finalement assez rarement, mais le peu de fois où il y est allé, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est-à-dire que par exemple, il y a un moment, il va voir d'ailleurs hein, devant lui, je crois que c'est une veste ou en tout cas un manteau qui va se promener comme ça, qui va aller d'une chambre, passer dans le couloir et arriver dans une autre chambre, c'est ça ? Oui, il a été. Alors, il faut quand même nuancer un petit peu les choses. Il a été qu'à de rares fois témoin direct des événements, dits inexpliqués ou paranormaux. Mais ça lui est arrivé effectivement en 1943, durant la guerre. La France est occupée, évidemment, et lui va être, appelé à la rescousse entre guillemets, alors qu'il travaille comme tous les autres gendarmes de France. Et il va avoir l'autorisation. C'est l'unique fois. De sa carrière, l'autorisation à se rendre sur place dans un village qui s'appelle Frontenay-Rohan-Rohan. Et dans ce village, il y a une histoire de hantise, une affaire de hantise qui se passe et qui secoue vraiment toute la population. Et il va avoir la chance, parce que pour lui c'est une chance, une grande opportunité, c'est de dormir sur place. Et durant la nuit où il reste dans cette ferme, hein, c'est très souvent des fermes en fait qui sont concernées. C'est un gendarme, donc c'est quelqu'un qui travaille vraiment très près de la ruralité, en fait, des populations rurales, etc. On est loin des châteaux hantés là pour le coup. Hein. Pardon ? On est loin du cliché sur les châteaux hantés. Là, c'est vraiment des petites maisons, des maisonnettes quelque part, qui préoccupent. Oui, c'est ça. On est vraiment à milieu du château, du manoir hanté. C'est pas du tout ça l'univers dans lequel Tisanet évolue. C'est plutôt celui des fermes, des étables, des hangars. Voilà, c'est plutôt ce monde-là qu'il parcourt, qu'il traverse en fait durant toute sa carrière. Et lui, il va assister à des phénomènes inexpliqués, notamment des lévitations d'objets, des déplacements d'objets, des incendies spontanés, etc. Tout ce que lui appelle les petites hantises, hein, puisqu'il a forgé un terme, une expression assez étonnante de petite hantise, justement pour distinguer les phénomènes de poltergeist, d'esprit frappeur, généralement de ce qu'on considère comme la grande hantise. La grande hantise pour Tisanet, c'est le manoir hanté, c'est le fantôme avec son boulet, c'est vraiment tout le stéréotype qu'on doit aux anglo-saxons du stéréotype du fantôme, en fait, de l'apparition spectrale. Non, les petites hantises, ce sont des phénomènes pour Tisanet que lui a lui-même directement éprouvé, expérimenté entre guillemets, et qu'il a même dessiné. Il y a toute une série de croquis dans ses livres où on voit effectivement, par exemple, un manteau se déplacer dans une pièce. Lui, il le dessine parce qu'il a assisté à ce phénomène-là. Il liste les témoins, et à chaque fois, l'idée, c'est de documenter ces phénomènes de hantise. Et il le fait particulièrement avec beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'en fait, il va vraiment avoir cette rigueur du gendarme dans son travail de collecte d'informations sur les hantises. C'est ça qui est intéressant chez lui. Oui, il y a vraiment une méthode qu'il essaie de développer. D'ailleurs, en 1937, il va proposer à ses supérieurs de former ses camarades à l'enquête dite paranormale. C'est-à-dire, vraiment, il a envie que son institution évolue, avance, progresse dans ce domaine, notamment. On est bien loin, en fait, des séries américaines telles que X-Files, etc. Mais d'une certaine manière, il les a inspirées, indirectement, avec cette volonté, justement, de mettre à profit l'investigation judiciaire pour enquêter là-dessus. Tous les outils dont dispose l'investigateur, l'enquêteur judiciaire à l'époque, le calepin, la prise de notes, l'appareil photographique, les schémas, tout son éducation, tout son apprentissage, tout ce cheminement par lequel doit passer tout bon gendarme qui se respecte, eh bien, pourrait, selon Tisanet, être mis à profit de cette tentative d'investigation dans le domaine du paranormal. À force d'avoir écrit des livres, avoir eu énormément d'articles dans les journaux, c'est devenu finalement, Émile Tisanet, une véritable star dans les années 60, 70, et puis petit à petit, il va disparaître un petit peu des écrans, mais ça a été une vraie star. Il se faisait inviter sur de nombreux plateaux télé, on va le voir là dans un instant, justement, sur un plateau, je crois que c'était le Tribunal de l'Impossible. Mais il a eu une notoriété énorme, en fait, cet Émile Tisanet, ce gendarme.
Oui, parce que il faut quand même se remémorer une chose, c'est que dans les années 70, les années 76, 77, il a quand même dans Paris Match, par exemple, près d'une dizaine de pages consacrées à son travail. Donc c'est quand même exceptionnel pour un petit gendarme de province. C'est pas rien. Donc déjà premier élément, et puis il va évidemment susciter la curiosité des journalistes parce que c'est quelque part un personnage assez iconoclaste. Non seulement il provoque pas mal de fois la colère de ses supérieurs hiérarchiques parce qu'il ne respecte pas toujours les procédés, les protocoles, etc. Mais surtout, c'est vraiment un curieux personnage qui intéresse également les écrivains comme Jean Cocteau, qui va être un de ses premiers lecteurs, et puis même des prix Nobel. Je pense à Maurice Maeterlinck, avec qui il va correspondre, Maeterlinck qui est prix Nobel de littérature et qui va l'encourager à publier. Donc dans le monde médiatique, évidemment, son profil suscite à la fois l'admiration et en même temps la curiosité, la fascination, etc., etc. On va le voir justement sur un plateau télé. Alors l'extrait est assez court. Sur un plateau télé, parler d'un cas. On développera un peu plus avec toi, Philippe, ce cas juste après. Chez un pharmacien, je vous cite le cas dans l'Eure, un curé, l'abbé Melan, je le cite, il est mort, curé de Saint-Étienne-l'Allier, s'était rendu dans la pharmacie hantée. C'est une pharmacie dans laquelle tous les boscos, tout valsait, il y avait des milliers de francs de dégâts. On peut se douter de ce qui se produit dans une pharmacie lorsqu'une petite hantise se déclenche. Le curé, l'abbé Melan, est venu à déposer les médailles de Saint-Benoît et il a béni la maison. Mais quand il est parti, il a vu les phénomènes se produire en sa présence. Eh oui. Malgré les médailles. Mais bien sûr, mais je ne dis pas que ce soit à 100%. Après avoir béni la maison, il a vu le chapeau du pharmacien, il lui valsait sur les talons, etc. Quelque temps après, il m'écrivait « Une petite hantise vient de se dérouler à Fourmeteau chez une veuve Béranger. J'ai fait sauter la bonne. Sans me déplacer de chez moi, mes confrères ont souri, d'autres ont blagué. Je ne discute pas, je reconnais le fait seulement. » Mais bien sûr. Vous voyez ? Quand on modifie les conditions d'apparition des phénomènes, il est très certain que les phénomènes, normalement, doivent disparaître. Voilà, on l'a vu Émile Tizanet donc se défendre quelque part sur un cas précis qui était le cas d'une pharmacie. Alors il faudra qu'on m'explique ce que ça veut dire, j'ai fait sauter la bonne, mais c'est le cas d'une pharmacie. Tu connais ce cas, Philippe ? Oui, un petit peu. En fait, ça se déroule à Saint-Georges-du-Vièvre en 1930 et la pharmacie Gourlin, à l'époque, subit justement les assauts d'un esprit frappeur, apparemment, hein, d'après ce qui est rapporté dans la presse. Et Tizanet, qui n'a pas vraiment la possibilité de passer du temps sur place, va surtout à entretenir une correspondance assez importante avec le pharmacien Aimé Gourlin, dont l'actuel maire d'ailleurs aujourd'hui en 2020 de cette ville et l'arrière petit-fils, je crois. Et cette histoire reste encore assez présente dans les mémoires. Et le pharmacien à l'époque, donc Aimé Gourlin, remarque que souvent, lorsque son aide ménagère, une certaine André, est présente dans la pharmacie, il y a des déplacements d'objets, des bocaux qui voltigent comme ça sans aucune raison dans les airs, des énormes sacs de plusieurs dizaines de kilos qui sont déplacés sans que quiconque ne les pousse. Et donc, il va faire appel aux gendarmes du coin et évidemment, Tizanet, très rapidement, par voie de presse, va s'y intéresser et va donc contacter directement les propriétaires pour comprendre ce qui se passe. Et il va découvrir encore une fois une jeune adulte, André, du coup, qui donne un coup de main à Aimé Gourlin, le propriétaire de cette pharmacie, et qui, selon lui, est encore une fois une personne qui inconsciemment déploie ou provoque les phénomènes dans ce bâtiment. Parce que lui, il ne dit jamais que ça n'existe pas. Il ne dit pas que c'est n'importe quoi. Alors, il cherche d'abord à savoir si y a une farce ou si on veut un peu se moquer du monde, voir s'il n'y a pas des astuces quelque part. Mais une fois qu'il a compris qu'il n'y avait pas d'astuces, pour lui, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un phénomène paranormal qui se déroule, sauf que lui dit, c'est pas les morts, c'est une personne qui, on ne sait pas comment, agit sur la matière, c'est ça ?
Oui, en fait, il reprend une très vieille théorie développée à la fin du 19e siècle, la théorie de la vilaine petite fille qu'on doit à un psychologue de l'époque qui s'appelait Frank Podmore, un Britannique, qui a énormément enquêté sur les événements de poltergeist. Et lui s'inspire de ça directement tisané et tente de renouveler de se réapproprier d'une certaine manière cette théorie-là pour expliquer ces phénomènes. Et à partir de là, de dire non, les fantômes n'existent pas. Par contre, il y a une capacité inexpliquée, inexplorée en fait de l'esprit humain qui pourrait déclencher à certaines conditions en fait des phénomènes de déplacement d'objets, d'incendies spontanés, de pluie de projectiles, etc., etc. Et en l'occurrence, la jeune André, qui travaille pour la pharmacie Gourlin, serait précisément un parfait exemple de ce cas-là. Ces conditions, c'est quoi exactement? C'est des ados qui sont un peu perturbés. C'est quoi? Comment il définit des bonnes conditions pour avoir ces phénomènes de poltergeist? Le profil généralement qu'on retrouve sous sa plume en fait, sous la plume de Tisanet, c'est effectivement celui d'un adolescent ou d'une adolescente la plupart du temps. Il s'agit d'une jeune fille qui, selon Tisanet, est perturbée ou souhaite attirer l'attention sur elle, consciemment, inconsciemment, etc. Et à cause des difficultés qu'elle éprouve, généralement d'ordre psychologique, sentimental, etc., etc. Déploie cette énergie psychique au sein de la maison ou au sein d'un bâtiment, en l'occurrence là du lieu où elle travaille. Donc la plupart du temps, effectivement, il est question de névrose en fait, même si Tisanet n'évoque pas ce mot, de frustration aussi. Et la jeune fille en fait, qui est dans l'incapacité d'exprimer ces mots MAUX, provoque ce court-circuit en fait, qui peut être parfois très violent pour les locataires en question. Alors, il a étudié, tu l'as dit, de très très nombreux cas, plus ou moins à distance. Il y en a un qui l'a... Plusieurs centaines de cas. Plusieurs centaines de cas. Il y en a un qui l'a intéressé particulièrement et qui reste dans les mémoires, c'est le cas de La Machine. Alors, La Machine, c'est pas une histoire de vraie machine, c'est une histoire d'un village qui s'appelle La Machine, c'est dans la Nièvre, si ma mémoire est bonne. Exactement. Et dans les années 70, un gamin qui s'appelle Dominique, de mémoire aussi, va provoquer a priori des phénomènes assez troublants dans une petite maison. Et ces phénomènes, ce sont des coups. Explique-nous un petit peu ce qui se passe dans cette maison. En fait, c'est plutôt l'inverse au départ, c'est-à-dire que c'est un jeune adolescent, Dominique, dans une maison, vraiment maison ouvrière classique à l'époque, hein, on est dans un bassin minier, La Machine, dans la Nièvre, comme tu le disais, qui fait part à ses parents de la perception qu'il a chaque soir de coups frappés dans le mur de sa chambre. Donc au départ, c'est une découverte que fait ce jeune Dominique, il en parle à ses parents, qui très, très rapidement soupçonnent les voisins, avec qui ils ne s'entendent pas très bien à l'époque, etc., etc. Et en menant leur propre enquête, finalement, ils s'aperçoivent que non, les voisins n'y sont pour rien. Donc, ils commencent à alerter la brigade de gendarmerie du coin et va entrer en scène le maréchal des logis Bernard Guilbert, qui à l'époque justement découvre un peu de la même manière que l'a fait le jeune Dominique ces phénomènes-là, et va avoir une excellente idée qui consiste tout simplement à enregistrer avec un magnétophone à bande à l'époque. On utilisait cela, on est bien avant le temps des enregistreurs numériques. Donc il va venir avec son micro, son appareil, etc. et enregistrer plusieurs dizaines de minutes durant les phénomènes de coups frappés, où Dominique pose des questions au mur et le mur va répondre par des coups. Hein. Il a quel âge Dominique à l'époque ? Dans mes souvenirs, d'après les documents que j'ai pu avoir en main, il est âgé de 13-14 ans. Oui, voilà, donc la voix est très jeune en tout cas. Parce qu'on va l'entendre. On va entendre un extrait de cette bande. Alors on entend très faiblement les coups. Et il faut bien stipuler que finalement les gendarmes vont faire une enquête pour savoir s'il n'y a personne dans la pièce à côté. Voilà, il y a une question de fumisterie, d'imposture de la part soit de Dominique, soit de ses parents, hein, qui auraient été peut-être complices de ces agissements-là. Mais très rapidement, ils vont écarter toute possibilité de fraude. Voilà, à chaque fois qu'il y a l'expérience, on va dire que pratiquement tout le monde est dans la pièce, personne n'est dans la chambre à côté, dans le grenier, dans la cave, etc. C'est ce qui impressionne les gendarmes, c'est que les coups répondent à tel point, vous allez le voir,
vous allez plutôt l'entendre, on peut avoir des réponses sur le nombre de gendarmes à la gendarmerie, précisément à l'heure où on parle, le tiercé du dimanche. Vous allez voir, c'est assez surprenant. On revient dessus, mais on écoute tout de suite ce son que je trouve assez étonnant. Tu vas demander combien il y a de gendarmes à la brigade de la machine. Combien il y a de gendarmes à la brigade de la machine? Tape autant de coups. 6. Alors, tu connais toute la machine? Tape un coup. Oui, t'es intelligent. Alors, t'es intelligent, tu sais? Un coup. Écoute-moi bien, tape un coup. C'est étonnant quand même. Alors on n'entend pas forcément très bien les coups sur la bande. Il va par exemple donc demander combien il y a de gendarmes sur place. Alors il se fait souffler en gros les questions, le gamin, le petit Dominique, il se fait souffler les questions, c'est ça? Oui, il se fait souffler les questions. D'ailleurs, on se demande un petit peu de quelle manière il a été peut-être, pourquoi pas, instrumentalisé, que ça soit par, je sais pas, hein, c'est une hypothèse que je formule là, par sa famille ou par même les gendarmes qui se prennent au jeu et qui l'incitent finalement à amplifier un peu ces phénomènes-là. Donc c'est ça qui est assez déstabilisant, je trouve, lorsqu'on écoute l'archive. On ne sait pas très bien, de mon point de vue, hein, de quelle manière se positionnent les personnes qui entourent Dominique. Mais toujours est-il que voilà, il y a ce document qui est assez troublant, qu'on a restauré, qu'on a numérisé pour une anthologie sonore qui s'appelle Spectra Ex Machina, qui est sortie il y a quelque temps sur le label Sub Rosa et qui, on voit la pochette à l'image, oui. Voilà, qui réunit des documents liés à l'histoire de la parapsychologie, parce que, à ma connaissance, c'est une des rares occurrences de ce type de phénomène dans l'histoire de la parapsychologie française. Après, reste évidemment à savoir de quelle nature sont ces phénomènes sonores. C'est toute la difficulté à laquelle on est confronté lorsqu'on a en main, pour ainsi dire, cette bobine, puisque cette bande magnétique m'a été confiée par le gendarme Gilbert, que j'avais rencontré il y a quelques années de cela, du côté de justement non loin de la machine, et qui est toujours vivant et justement qui possède une copie de cette bande. Alors, ce qui est impressionnant, on le disait tout à l'heure, c'est que les gendarmes ayant fait une enquête, ayant déplacé volontairement le lit dans la chambre pour pas qu'il puisse y avoir d'interaction entre le mur et le lit, enfin on voit bien qu'ils ont fait une enquête et qu'ils sont convaincus que ce n'est pas une arnaque quelque part. Après, ce qui moi m'impressionne, c'est que le gamin, quand il pose des questions, il hurle. Donc on se demande si le fantôme est sourd ou s'il n'y aurait pas effectivement un complice à la cave ou quelque part. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut que ça soit puissant, c'est un peu bizarre. Autre chose qui m'a interpellé, mais là dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est vraiment énigmatique pour moi, c'est-à-dire qu'il fait aussi des chansons, c'est-à-dire que le gamin chantonne et là les coups se mettent en rythme. Mais alors c'est assez impressionnant parce que le gamin a beau changer de rythme, les coups sont toujours, mais particulièrement dans un bon rythme, quoi. C'est assez surprenant ça, non ? Oui, c'est pour ça qu'on peut toujours nuancer un peu l'approche qu'on peut avoir justement de ces phénomènes-là, en se disant effectivement soit il y a un complice qui est dissimulé, qui est caché, soit il y a une sorte de machinerie à l'œuvre, et là on se demande bien de quelle manière tout ça peut avoir lieu. Mais oui, il y a presque quelque chose qui relève de l'incarnation théâtrale, hein, quand on écoute, chez Dominique, qui se prend au jeu très rapidement, il hurle, il crie, il y a l'euphorie du moment qui fait ça aussi, et puis il y a ses parents qui l'encouragent, comme je le disais tout à l'heure, avec les gendarmes qui, encore une fois, posent des questions. C'est ce qu'on entend à certains moments de la bande magnétique en question. On va reparler justement de gendarmes et donc d'Émile Tizanet. Il est mort il y a longtemps, Émile Tizanet. Il s'est intéressé à ça toute sa vie, c'est sûr ? Oui, jusqu'en 1982, effectivement, année de sa mort. D'accord. Il a laissé de nombreuses archives et sur la fin de sa vie, il se serait intéressé à d'autres choses ? Oui, énormément à l'ufologie.
vraiment la question des apparitions d'OVNI. Et lui a vécu de son vivant la création du GEPAN, donc de l'organe interne au CNES qui travaille sur les enquêtes liées à des phénomènes d'apparition d'OVNI, de témoignages d'apparition d'OVNI. Et bon, c'était quelque part une certaine victoire pour lui et pour tous les partisans de l'ufologie de voir justement une institution vraiment française mettre en œuvre des moyens pour enquêter là-dessus. Parce que finalement, d'une manière ou d'une autre, la question de l'apparition, c'est ce qui est au centre de ces interrogations attisanées, qu'il s'agisse de fantômes, qu'il s'agisse de la Vierge, puisqu'il a consacré tout un ouvrage aux apparitions de la Vierge, ou qu'il s'agisse encore des extraterrestres, des ovnis. C'est quelque chose qui l'a vraiment passionné jusqu'à la fin de sa vie, à partir, on va dire, des années 60, fin des années 50, début des années 60, jusqu'à sa mort en 1982. Alors toi qui ne l'as pas connu mais qui a beaucoup travaillé sur le personnage, ton avis personnel sur ce gendarme et face aux fantômes? Ce qui est vraiment intéressant et je trouve d'assez fascinant chez lui, c'est que c'est quelque part une sorte d'anti-héros parce que il propose une lecture à rebours en fait de la parapsychologie. Il se réapproprie des concepts qui ne sont pas les siens. Il mêle effectivement des concepts complètement opposés, comme effectivement la séance de spiritisme, l'écriture automatique qu'il pratique, puisque lui c'est vraiment un passionné de sciences occultes depuis sa tendre enfance, et il essaie de concilier ça avec la méthode d'investigation judiciaire. Donc il essaie vraiment d'allier des méthodes, des concepts, des théories qui sont vraiment opposées habituellement, et rien que pour ça, c'est assez fascinant de voir effectivement en quoi Tisanet a pu être quelque part une sorte d'inspirateur ou d'influenceur à sa manière, même si on n'employait pas le terme à l'époque. Il a énormément influencé à sa façon, je trouve, toute la littérature fantastique finalement de science-fiction, et on en retrouve aujourd'hui les traces avec des personnages comme Fox Mulder dans X-Files. Bon, lui, déjà dès les années 30, dès la fin des années 20, il incarnait un petit peu ce genre de personnage, oui. On n'a plus aujourd'hui de gendarmes qui enquêtent officiellement sur des phénomènes dits paranormaux. On en a quelques-uns, on le sait, mais... Officiellement, non. Oui. Officieusement, il y a des personnels, effectivement, des forces de l'ordre que moi j'ai pu rencontrer, puisque j'ai essayé de m'interroger sur la possibilité qu'il y ait une sorte de survivance aujourd'hui de ce type de pratique au sein même de la police ou de la gendarmerie. J'ai eu l'occasion de croiser sur ma route un policier, en fait, qui, lui, s'intéresse à la TCI, la transcommunication instrumentale, à l'enregistrement, effectivement, par micro ou par vidéo de phénomènes dits paranormaux, de phénomènes d'apparition. Et j'avais consacré, justement, à cet homme, justement, un petit reportage pour Arte Radio, à l'époque. Voilà. Donc, qui s'intitulait « Envoyé spectral ». Et justement, où on l'entend pratiquer... justement la TCI, et en même temps expliquer en quoi ces phénomènes-là venaient, en tout cas dans le passé, le perturber durant l'exercice de ses fonctions. Ouais. Merci beaucoup Philippe, on a fait un petit peu long mais c'était très sympa, on a découvert et redécouvert Émile Tisanet, ce gendarme fasciné par les poltergeists et par les fantômes. Si vous voulez en savoir plus, évidemment je conseille largement ton ouvrage Philippe qui s'appelle Les forces de l'ordre invisible, c'est aux éditions... Je l'ai à côté de moi, mais... Du Murmure. Du Murmure, exactement. Et puis, autre chose également, c'est Spectra Ex Machina. Alors là, pour le coup, ce sont des sons, hein, c'est ça ? Oui, c'est un ensemble de documents sonores sélectionnés par mes soins et avec l'aide de Thomas Neufel, un chercheur allemand, sur justement tout ce qui concerne les phénomènes inexpliqués, mais à travers le son, puisque c'est un disque vinyle, hein. Un disque vinyle, d'accord. Et on entend justement des extraits de La Machine. Donc et de Tisanet aussi. Très bien. Merci beaucoup Philippe. Prends soin de toi et à très très vite. Merci beaucoup David.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette chronique vous aura plu, vous aura intéressé, en tout cas vous aura changé les idées dans cette période un petit peu compliquée. Prenez soin de vous et puis n'oubliez pas, vous pouvez me laisser des messages, des commentaires, notamment des propositions de sujets qu'on pourrait traiter, aborder dans cette chronique du paranormal en question. À très très bientôt et encore une fois, prenez soin de vous.